Caroline Galacteros est avec nous, docteur en sciences politiques. Bonjour. Colonel au sein de la réserve, c'est bien vrai, vous êtes Absolument. colonel. Absolument. Au sein de la réserve opérationnelle des armées, auteur de Guerre, technologie et société. Vous êtes avec nous et avec les auditeurs d'RMC, évidemment. Commençons avec la Syrie. Les missiles arrivent. C'est Donald Trump qui a tweeté hier. Alors j'ai vu que son administration a calmé les esprits, a calmé les choses hier après-midi, n'est-ce pas, Caroline Galacteros, vous avez vu ça aussi, comme moi. Oui, parce qu'il a une manière d'exprimer les choses qui est tellement directe et radicale que on a l'impression que son administration calme. Moi, je pense que son administration est à la manœuvre et que Donald Trump est beaucoup plus contraint qu'on ne le dit. Alors après, dans ses modes d'expression, c'est une chose, dans sa personnalité, mais sur le fond et sur ce qui est en train d'être décidé aux États-Unis, et pourquoi est-ce qu'on est en train de pousser le monde occidental, et notamment la France, mais aussi l'Angleterre naturellement, à éventuellement réagir à ce qui vient de se passer en Syrie, sur lequel nous n'avons à ce stade juste aucune certitude, aucun élément, il n'y a rien, il n'y a pas encore de mission d'enquête, la Syrie l'a demandé, les États-Unis... Non, mais attendez, les Russes se sont opposés à une mission d'enquête. Je pense que là, il est clair, il est très important de préciser une chose. Ils se sont opposés à quoi? Ils se sont opposés à un projet américain qui disait qu'il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'une enquête sur site, de manière corroborée, vérifiée et j'allais dire directe. Les Américains voulaient une enquête de loin pour avoir un faisceau de responsabilité et pour pouvoir, comme d'habitude, dire qui est coupable ou qui est innocent. Donc c'est un vrai sujet. Quand on parle du fait que la Russie refuse, qu'il y a eu 11 vétos sur la Syrie, etc., ouais, il faut comprendre à quoi les Russes mettent un veto. La Chine, d'ailleurs, s'est abstenue. Oui, la Chine et donc s'est abstenue. a regretté ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas à ce stade de mandat pour que l'ONU intervienne. La Russie demande que l'OIAC y aille. La Syrie demande que l'OIAC Sauf que l'OIAC, vous le savez très bien, vous savez très bien que cet organisme ne dira à personne et ne dira pas qui a tiré. Mais justement, donc la bonne question, c'est de savoir quelle est la manœuvre, pourquoi ça? Il y a eu 350 000 morts en Syrie, n'est-ce pas? Par des armes non chimiques. Je voudrais préciser une chose à propos de la Syrie pour que les choses soient claires, mais vous savez mieux que moi. Mais les auditeurs ne se rendent pas compte que la guerre en Syrie dure depuis 7 ans, plus longue que la Première Guerre mondiale ou que la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors, comparaison n'est pas raison. Non, comparaison n'est pas raison, mais enfin, elle dure depuis 7 ans. Oui, absolument. Et à vrai dire, on ne s'offusque pas de tout ce qu'on y fait, je dirais, nous-mêmes. De tous les côtés. Et de toute la complexité. Voilà. Donc, la question des responsabilités sur la guerre en Syrie mériterait un débat considérable et long. Et voilà. Moi, la chose que je vois, c'est qu'on est en train de pousser la France à prendre position. Alors certes, on s'est cornérisé, comme l'a dit tout à l'heure le général Desportes, avec la question de la ligne rouge, mais on n'est pas du tout obligé de rester dans cette erreur. Il y a un piège narcissique qui est tendu aujourd'hui au président Macron, et j'espère bien, et je suis ici et je suis ravie de pouvoir le dire, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège. C'est-à-dire le piège narcissique. Le piège narcissique, c'est le piège qui vise à le pousser à intervenir aux côtés des Occidentaux, des Anglo-Saxons, des Anglais et des Américains, au nom prétendument justement de la morale, de quelque chose qu'il faudrait absolument faire. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce conflit, ce qui est en jeu, c'est la repolarisation du monde, c'est-à-dire les Américains sont en train de faire rentrer l'Europe dans le rang. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, est, depuis ses premiers pas qui ont été extrêmement habiles, intelligents, intéressants et novateurs et pragmatiques, il a reçu Donald Trump, il a reçu Vladimir Poutine, il est allé voir Xi Jinping et il a montré qu'il y était possible pour la France et pour l'Europe, dont il entend prendre un leadership, d'avoir une position un peu plus autonome. Ça, c'est juste insupportable aux oreilles de Washington. Donc on est dans une vaste manœuvre de remise en cohérence, on va dire, autour de l'Alliance Atlantique, parce qu'il y a des enjeux de défense considérables derrière ça, et autour de Washington. Face à qui? Face à la Chine et face à la Russie en premier rideau. Voilà. Oui, je comprends. Donc tout ce qui se passe en Syrie et face à l'Iran. Et tout ce qui se passe en Syrie, il faut le voir comme ça. C'est un entonnoir. Avec si vous aussi voulez. Israël.
Et l'Arabie Saoudite qui viennent se greffer là-dessus, toujours face à l'Iran en ce qui concerne l'Arabie Saoudite. Justement, puisque donc là il y a une idylle, n'est-ce pas, qui se noue, mais qui est une idylle extrêmement pragmatique, puisqu'il s'agit face à l'Iran de montrer que l'Arabie Saoudite, elle aussi, peut prétendre, et grâce à une forme de modernité, et grâce à la jeunesse, n'est-ce pas, de son nouveau prince héritier, eh bien pourquoi pas. Et donc on voit bien qu'il y a des réalignements d'alliances, si vous voulez. Mais le camp occidental qui, lui, à la faveur du Brexit, à la faveur de Donald Trump, qui était aussi arrivé, qui a été un peu comme un chien dans un jeu de quilles américain qu'on croyait assez bien verrouillé, eh bien l'Europe s'est prise à dire et nous on pourrait peut-être exister de manière un peu plus autonome. On a commencé à proposer des coopérations. Emmanuel Macron avait des ambitions, et là on est en train c'est toute une séquence, hein. Il y a un certain nombre d'affaires, il n'y a pas que cette affaire de gaz chimique. Et encore une fois, les responsabilités ne sont pas établies à ce jour, à ce stade. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est les uns ou les autres. Je dis qu'il faut vraiment prudence garder, ne pas tomber dans ce piège, et que la marge de manœuvre, la crédibilité française, elle est ailleurs. Elle est dans notre intelligence des situations. Caroline Galacteros, imagine le régime syrien qui soit à l'origine. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, il faut avoir de toute manière... Il y a ce qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Il y a un chapitre 7 de la charte qui dit que non mais on peut pas se mettre je suis d'accord, Caroline Galacteros, avec un membre permanent qui exerce son veto, vous ne pouvez plus rien faire. Oui, mais en même temps, c'est précisément pour ça qu'il y a un Conseil de sécurité. C'est pour éviter qu'il y ait un membre permanent, un autre en l'espèce, qui s'arroge tous les droits et qui décide de à qui on fait la guerre, quand, comment et pourquoi. Voilà. Donc c'est ça le problème de la communauté internationale. Et le vrai sujet, c'est que la Russie et les États-Unis, pour ne parler que de ces deux-là, n'ont évidemment pas du tout ni les mêmes intérêts, ni la même conception de ce qu'est la paix ou la guerre en Syrie aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense qu'il est urgent de passer à la phase de négociation politique qui était en train de se mettre en place, comme par hasard. C'est-à-dire qu'on était à un stade où le terrain est en train d'être repris. La Ghouta, là, vient d'être reprise complètement. Et donc, le régime syrien, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'il soit dictatorial, affreux, il est en train de reprendre son territoire national sous contrôle, et à partir de ce moment-là, il y a une phase et un processus politique dans lequel on doit... Une partie de son territoire national, il reste encore du Daesh. Le nord étant sous direction turque. Alors, justement, membre de l'OTAN. Donc là aussi, ça pose quand même des vrais problèmes. Opposé à Assad, mais en même temps jouant avec lui sur certaines choses. Voilà. Donc c'est un jeu très complexe. C'est un jeu extrêmement complexe, mais dans lequel, justement, prendre des positions manichéennes pour, contre, les bons, les méchants, le noir, le blanc, les bad guys, les good guys, c'est juste l'inverse de ce qu'il faut faire. Bien, voilà. Mathieu, puis Dominique. Oui, moi j'ai une question. Alors c'est un mini événement dont on a très peu parlé en France. C'est la nomination de John Bolton à la sécurité nationale comme conseiller de Donald Trump. Il est entré en fonction il y a 3-4 jours. On le dit très conservateur, on le dit faucon, on le dit très provocateur, anti-Iran. Est-ce que ça a un rôle à jouer dans le changement d'attitude qu'on aurait pu avoir ces derniers jours du côté occidental, pour caricaturer? C'est le couronnement d'un processus de reprise en main du président Trump qui date de son entrée en fonction. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça fait plus d'1 an que ça dure. On lui a refait tout son casting autour de lui. Il a tous les gens qu'il avait nommés, qu'il voulait mettre là. Et lui aussi était pragmatique vis-à-vis de la Syrie. Il n'était pas du tout dans les positions qu'il prend aujourd'hui. Pourquoi? Il faut pas oublier qu'il est menacé, peu ou prou, de voir son mandat, on va dire, écourté. Voilà. Donc, il est sous une pression politique intérieure considérable, et tous les cercles néoconservateurs, qui évidemment avec Hillary Clinton auraient eu la part beaucoup plus facile et belle, sont en train de le reprendre en main. La grande question, c'est qu'il n'y a pas que des néoconservateurs aux États-Unis. Il y en a partout. Il y en a en Europe. Donc ce bellicisme-là, c'est celui-là dans lequel nous devons faire très attention de ne pas retomber et de rompre. À la tentation atlantiste. Je ne veux pas... Non, mais l'alliance, c'est quelque chose. Il s'agit pas de s'aligner précisément. Il s'agit de garder notre singularité, notre intelligence de situation. Et c'est celle que le nouveau pouvoir avait voulu commencer à mettre en œuvre. Et là aussi, il faut pas se faire reprendre en main, ni de l'autre côté de l'Atlantique,
ni en France, par un certain nombre de cercles, de relais, de gens qui ont une vision du monde qui, à mon avis, est aux antipodes de l'apaisement et du sort de ce malheureux peuple syrien qui subit quand même beaucoup de ce manichéisme. Bien, voilà. Nous allons prendre Dominique dans un instant. Après la pub, il est 9h16. Rappelez-nous la question. Emmanuel Macron doit-il aligner la France sur la position de Donald Trump? Oui ou non, par SMS au 61071. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h18. Bien, nous allons prendre Dominique, qui est à Béziers dans l'Hérault. Bonjour Dominique. Bonjour Monsieur Bourdin, ça fait un moment que j'aurais bien voulu vous parler, mais je suis contente aujourd'hui. Voilà Dominique. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, Dominique? Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que je comprends pas déjà qu'on s'occupe de ce qui se passe en Syrie dans la mesure où on s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs, et que ça risque d'entraîner entre les distensions entre les Américains, les Russes, les Anglais, et nous, on est au milieu. Oui. Et moi, ce que je crains, c'est que, pour défendre un pays, alors qu'il serait plus simple d'aller chercher comment qu'il s'appelle Assad. Voilà, comme on a fait avec Saddam Hussein. Voilà, et après nettoyer le pays et que les Syriens puissent rentrer chez eux tranquillement, au lieu de laisser faire ce monsieur qui tue des civils, qui tue des militaires. Et qui en plus encore faut-il qu'on puisse, ma chère Dominique. Mais bon, avec les progrès qu'on a, les drones, les Russes sont pas d'accord, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, je sais bien. Les Syriens non plus. Mais c'est pour ça que je comprends les Syriens non plus, accessoirement. Une partie des Syriens non plus. Oui, mais enfin toutes les populations syriennes. Je ne parle pas de celles qui sont dans d'autres pays, mais il faut pas oublier, ne nous en déplaise, et quelle que soit la diabolisation sur la figure de Bachar el-Assad, qui obéit à d'autres objectifs, parce que nous avons soutenu les rebelles djihadistes, nous l'avons fait. Donc, pour faire oublier ça, on diabolise la figure présidentielle. Bon, qui a tout un tas de défauts. Il a quand même tué, torturé son peuple, une partie. Oui, mais il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Voilà. Non, mais d'accord, mais au départ. À supposer qu'il l'ait fait. Non, mais il faut comprendre. Vous pouvez pas dire que le pouvoir syrien n'a pas tiré sur son peuple au début de cette guerre. Alors, je vais, si vous me le permettez. Oui. Cette guerre n'est pas une guerre civile. Oui. Il y a eu au départ un mouvement populaire. La question est de savoir dans quelle mesure on l'a encouragé. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a eu une opposition effective au régime, qui a été effectivement durement réprimée, mais en même temps, il y a eu des dizaines de milliers de djihadistes étrangers qui sont venus mettre le pays en coupe réglée. Bon, ça c'est une chose. Deuxièmement, donc tuer, massacrer son peuple, etc. Oui, peut-être, mais certainement pas le seul. Donc il y a une diabolisation de la figure d'Assad pour éviter de montrer la réalité de l'offensive occidentale qui visait à détruire la Syrie. Et tout le problème, c'est que depuis que la Russie est entrée en jeu, en lice, si vous voulez, militairement, concrètement sur le terrain, fin 2015, à l'automne 2015, tout a changé. Et l'Amérique est aujourd'hui dans une position compliquée au Moyen-Orient. Donc c'est un renversement. C'est pour ça que Donald Trump voulait se retirer de... Non, alors, vous savez ce qui s'est passé. Il l'a dit. Oui, il a aussi dit, très très vite après, parce que il a de temps en temps des accès de naïveté assez déconcertants, que si l'Arabie Saoudite voulait bien payer pour son maintien, finalement il restait. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué que quelques déclarations qu'on choisit. Merci Dominique. Freddy est à Paris, dans le 12e. Bonjour Freddy. Et bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Freddy? Vous allez bien? Oui, ça va très bien, mon cher Freddy. Alors moi j'avais une question, c'est à propos de la Russie, de son comportement en cas de tir de missiles, on va dire des pays de l'OTAN, parce que c'est un peu tous les pays de l'OTAN qui devraient suivre les États-Unis. Est-ce que la Russie va vraiment intercepter les missiles ou risque de se replier un petit peu pour éviter une escalade dans la région? Alors, c'est une affaire assez complexe. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment,
il n'est probablement pas, ou alors on a atteint un degré de folie et d'irresponsabilité vraiment trop élevé. Il n'est évidemment pas dans l'intention, s'il y a des frappes américaines, et plus encore françaises, s'il y en avait malgré tout, malheureusement, si nous prenions part à cette curée, eh bien il n'y a pas, il s'agit pas d'aller taper des objectifs russes, car évidemment c'est un affrontement à ce moment-là directement entre l'Amérique et la Russie, ou entre même l'Alliance Atlantique et la Russie. C'est inconcevable. Il faut bien savoir aussi que la fermeté, les Russes adorent ça. Je veux dire par là que le dialogue avec les Russes, c'est toujours un dialogue de fermeté. Avec les Américains, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le dialogue international. Ça, c'est clair. C'est avec tout le monde, avec Erdogan, avec tout le monde, avec Israël, avec qui vous voulez. C'est la fermeté. Avec Erdogan, on est otage d'Erdogan. Pardonnez-nous. Otage consentant. Otage consentant. Pardonnez-nous, mais on a combien il y a combien de réfugiés syriens en Turquie accueillis en Turquie? Mais tout à fait. Mais l'Europe sont satisfaits, évidemment. Mais il y a bien d'autres choses sur lesquelles la Turquie pourrait, notamment concernant Daesh. Voilà. Donc, il ne s'agit pas évidemment d'arriver à un affrontement direct. C'est pour ça que la récente frappe qui a été faite sur la base syrienne l'a été par Israël, pour éviter que l'Amérique ne le fasse directement. Donc c'était une entrée en matière, on va dire. Donc je pense que tout sera fait pour éviter des pertes russes. Ceci dit, la Russie a évidemment dit que si elle voyait passer un missile, elle ferait ce qu'elle a à faire, ce qui est logique. La Russie et l'Iran sont sur le territoire syrien, je le rappelle quand même, à l'invitation du gouvernement légal. Je rappelle que la Syrie a un ambassadeur à l'ONU. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un jeu extrêmement, malheureusement, déstabilisateur profondément, et nous avons tout intérêt, de mon point de vue, en tant que France, à ne pas participer à ce jeu. Non, à garder notre intelligence de situation. Notre neutralité? C'est pas une neutralité, c'est préserver et proposer, avoir un rôle constructif. Il s'agit de chercher l'apaisement aujourd'hui. Il s'agit donc de ne pas ajouter évidemment la guerre à la guerre, mais de repasser à des solutions politiques. Les Russes ont commencé à le faire. On pétarde tous leurs efforts systématiquement. Essayons de reprendre ce qui existe. On n'est pas les seuls. Non, mais je parle pas de nous Français. Je veux dire, l'Occident cherche à le faire. Il faut repasser au stade politique. Il faut que la France, et il faut que notre président surtout saisisse la chance qu'il a de pouvoir effectivement, à l'échelle européenne comme à l'échelle du monde, s'imposer comme un fauteur de paix et non pas un fauteur de guerre. Bien, Michael est décorateur à Melun, en Seine-et-Marne. Bonjour, Michael. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, qu'est-ce que vous vouliez dire, Michael? Tout d'abord, je suis très content de vous avoir à nouveau au téléphone. Moi aussi. Et très content d'entendre un discours qui ne soit pas aligné sur mais ici, vous entendrez tous les discours, alignés ou pas alignés. Je sais, Jean-Jacques, c'est pour ça que vous le savez. Écoute. C'est pour ça que je vous écoute. Vous savez, moi, comme je l'ai dit aux standardistes quand j'ai appelé, je me souviens déjà de 2003-2004, la période où Colin Powell, George Bush nous avait montré Saddam Hussein comme un terrible dictateur qui faisait de l'anthrax et qui était venu aux Nations Unies justifier un bombardement. De farine. Voilà, de bonne farine, bonne pour faire du pain et pas pour tuer les gens. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la voix américaine n'est plus crédible. Parce que tout simplement, l'idée, comme l'a dit votre invité, c'est de redistribuer les cartes à la chute du monde, à la chute du mur de Berlin, et donc à l'effondrement de l'URSS. La Russie a été mise et les Américains ont cru que la guerre était gagnée, non pas simplement la guerre froide, mais la guerre totale, et qu'ils étaient devenus le seul hégémone sur cette planète. Sauf qu'aujourd'hui, les cartes, elles ont changé. Vladimir Poutine a remis le pays, on va dire, à l'ordre du jour sur la scène internationale. La Russie peut être pratiquement indépendante vis-à-vis de l'Amérique. Et surtout, avant tout, elle a redistribué les cartes au niveau de ses alliances, notamment avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Iran également, où elle essaie d'être un réel acteur dans sa zone et surtout reprendre le contrôle. Et surtout les Chinois qui sont les acteurs dans la zone. Les Chinois sont des acteurs silencieux. Et dans tout l'est de la Russie est tourné vers la Chine, je vous le dis tout de suite. Et même les Chinois sont en train de mettre la main commercialement sur l'est de la Russie, il faut le savoir, Michael. Tout à fait, mais c'est normal, c'est la redistribution des cartes. Il faut trouver des alliances
pour pouvoir être plus fort demain. C'est ce que les Américains font avec l'Angleterre et ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui avec la France. Il y a beaucoup de pays qui refusent de s'aligner sur cette position, tout simplement parce qu'on a eu l'exemple irakien, on a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps de la Libye, où la France a été, on va dire, partie prenante d'un fiasco qui aujourd'hui a ramené l'esclavage, de la traite des êtres humains, a ramené des personnes qui meurent sur des bateaux pour traverser, un chaos sans nom. Merci, Michael. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je voudrais ajouter que... Allez-y. Vous avez l'occasion. Si je Mais peux. ici, on peut. Je peux, je pense qu'il est très important pour une puissance comme la nôtre, qui a quand même une voix singulière, une histoire, de retrouver sa capacité de penser de manière autonome, de penser en fonction de ses valeurs et de ses intérêts, mais qui ne sont pas celles qu'on nous propose, parce que le manichéisme, ça n'est pas moral, ça n'est pas moral. Le réalisme est infiniment beaucoup plus porteur d'humanité que le cynisme du dogme, etc. Et on voit bien dans quoi on essaie de nous entraîner. On essaie de nous entraîner dans un piège où certes nous nous serons alignés, nous aurons fait, nous aurons tiré, mais qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce qu'on aura gagné au Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'on aura gagné par rapport à la crédibilité de la parole française, à l'originalité de la parole française et au rôle qu'on peut jouer et qu'on doit jouer dans cette zone, comme dans d'autres? Voilà. Bien. Noël, alors terminons avec Noël, ça va vous permettre de conclure. Noël est au Coudray-Monceau, c'est dans l'Essonne. Bonjour Noël. Bonjour Monsieur Bourdin. Oui, je vous appelais d'une pour féliciter votre invitée. Elle est délicieuse à écouter. Elle est d'une sagesse impressionnante et je vous félicite de nous la faire écouter. Écoutez, moi je m'insurge contre cette rapidité, cette volonté de toujours bombarder, de larguer des bombes un peu partout, sans toutefois savoir d'où viennent les attaques chimiques. Et c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, en Irak du moins. Et on a découvert ça. En Irak, pour la guerre contre l'Irak, on a découvert que les services des renseignements britanniques avaient menti. Parce que jusqu'à aujourd'hui... Oui, mais moi, vous savez, Noël, vous avez entièrement raison de souligner cela. On a dit et redit combien cette affaire irakienne était partie sur des mensonges au monde. Des mensonges au monde. Mais aucune comparaison n'est possible. Moi, je déteste les comparaisons. Une situation ne ressemble pas à l'autre. L'Irak ne ressemble pas à l'Afghanistan. La Syrie ne ressemble pas à l'Irak. Pardon. Je le comprends, M. Bourdin, mais entre-temps, en Irak, il y a eu des enfants innocents, des vieillards, qui n'avaient rien à voir avec M. Saddam Hussein. Ils sont aujourd'hui morts. Non, mais on est d'accord, Noël, je le sais. Je le sais. Mais d'autres vont vous dire que Saddam Hussein a exécuté, fait exécuter des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de Kurdes. D'autres vont vous dire. Donc, moi, je veux pas entrer là-dedans. Aujourd'hui, il y a une situation qui ne ressemble pas à ce qu'était la situation irakienne. Ça veut pas dire que j'approuve l'intervention américaine en Irak. Loin de là. Je suis d'accord avec vous, M. Bourdin. Ce que je veux dire, aujourd'hui, nous ne savons pas d'où viennent les armes chimiques. C'est ce que dit Caroline Galacteros. Évidemment. Les armes chimiques, c'est une arme de terreur, mais c'est une arme psychologique qui est destinée à nous pousser à réagir. 2, la France, depuis toujours, est un pays légaliste. Il y a une organisation des Nations Unies, il y a un Conseil de sécurité où, effectivement, il y a des conflits, il y a des divergences, et qui ne sont pas faites pour rien, c'est pas des effets de manche pour ça. Ça correspond à des visions véritablement de ce que doit être la gouvernance mondiale minimale qui évite à certains de juste s'arroger le droit de décider sur qui on frappe, pour qui on frappe, et pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Voilà, nous n'avons d'abord à l'ONU, c'est le chapitre 7 qui seul doit pouvoir autoriser une intervention internationale, et on sait très bien que les États-Unis n'aiment pas l'ONU. Monsieur Bolton en est l'incarnation et cherche à s'en passer. C'est-à-dire il y a un jeu extrêmement tricky, extrêmement trouble. Merci Caroline Galacteros d'être venue nous voir. Que disent les auditeurs d'RMC sur la Syrie? Emmanuel Macron doit-il aligner la France sur la position de Donald Trump? Réponse finale, non à 74%. Bien, merci beaucoup. Non à 74%. Merci beaucoup Caroline Galacteros d'être venue. Colonel au sein de la réserve opérationnelle des armées, c'est pas le plus important. Non. Docteur en sciences politiques, auteur de Guerre, technologie et société. L'éditeur, c'était Nuvis, mais j'en ai un autre que je suis en train d'écrire. Très bien. Voilà. 9h32.